Le nouveau gouverneur de la région de Kidal, El Hadj Aggamou, a prêté serment aujourd'hui à Gao avant de s'envoler vers Kidal. Les détails en début de journal. Les 16 jours d'activisme continuent. Pour une large diffusion d'informations auprès des femmes et des filles de la capitale, le bureau de l'OMS au Mali a initié une campagne de sensibilisation pour lutter contre les violences basées sur le genre. Le Mali et le Niger se retirent des conventions les liant à la France. Les deux pays estiment que ces conventions sont un manque à gagner pour eux. Voilà pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Nommé le 22 novembre dernier après la reprise de la ville par l'armée malienne, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, El Hadj Aggamou, est très attendu pour assurer la continuité du contrôle et de l'autorité de l'État dans la zone. Mais pour y arriver, le général Touareg doit relever certains défis après sa prestation de serment. Assetoumani Koulibaly. 2 semaines après sa nomination, le général El Hadj Aggamou a quitté Bamako le 5 décembre 2023 pour l'Adrar des Ifogas. Sa délégation a fait escale à Gao où il a prêté serment ce mercredi. Une première interrogation déjà, pourquoi Gao ? Selon des sources, le nouveau gouverneur devait prêter serment devant un juge et l'administration étant encore pour l'heure absente à Kidal, d'où le choix de Gao. Avant de s'envoler pour Kidal, le nouveau gouverneur de la région a rencontré à Bamako les plus hautes autorités de la transition, dont le colonel Assimi Goïta. Il a mis cette période à profit pour des rencontres avec différents ministres pour acquérir les conseils et orientations autour de ce qui l'attend. Toute cette organisation fait à Bamako avec l'ensemble de son cabinet entre en droite ligne avec le programme qui lui a été confié, affirme une source proche du général Aggamou. Le nouvel homme fort de la région de Kidal a annoncé les couleurs de sa mission à sa sortie d'audience avec le président de la transition le 24 novembre 2023. Les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale, comme toutes les régions de la République du Mali. L'une des principales missions assignées au général Aggamou à Kidal est la consolidation de la cohésion sociale qui passe par la réconciliation et le retour des déplacés dans la région. Issu de la fraction Imgad, dans une zone où la chefferie traditionnelle est détenue par les Ifogas, dont sont issus la plupart des rebelles de la CMA, le nouveau gouverneur pourrait toutefois se heurter à un rejet d'une partie des Kidalois. Contactés, les cadres du CSP ont d'ailleurs préféré ne pas réagir à sa nomination. Pour le géopolitologue et expert des groupes extrémistes au Sahel, Dr Alpha Al-Hadi Koina, le général Aggamou possède des atouts et dispose de plusieurs leviers pour réussir la réconciliation et le retour des déplacés à Kidal. Gamou est un symbole. Il est aussi un des cadres Touareg qui appellent à la paix et qui a la confiance des plus hautes autorités. La majorité des Touaregs sont des Imgads. Si c'est Gamou qui les appelle à retourner à Kidal, je pense que ce sera plus écouté que si c'était fait par d'autres personnes, analyse-t-il. L'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE Mali a entamé la campagne de dissémination du rapport 2020-2021 à l'intention de la population. Le lancement a eu lieu ce mercredi 6 décembre à Bamako avec les étudiants de l'école des mines Ahmed Baba, Polyapinguesson. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, est une norme mondiale qui défend l'amélioration de la transparence dans la gestion des revenus et l'obligation de redevabilité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. La mise en œuvre de l'ITIE repose sur 2 principes fondamentaux, à savoir la transparence dans ces entreprises et l'obligation de redevabilité. Les grands axes de cette dissémination, c'est informer le maximum de gens pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que l'ITIE, quel est le travail de l'ITIE. Et c'est fait à partir des rapports 2020 et 2021. L'impact visé, c'est que le citoyen lambda, à tout moment où il se trouve, comprenne un peu qu'est-ce que l'or et les recettes de l'or sont en train de faire pour le Mali.
Afin de mieux se familiariser avec les rapports de l'ITIE, un club a été mis en place au sein de l'école des mines. L'objectif assigné à ce club, c'est évidemment la sensibilisation, le partage de l'information et l'éducation dans le domaine en fait de la transparence. Donc la transparence, comme le slogan même de l'ITIE, publier ce que vous déclarez, pour permettre un peu aux citoyens de comprendre ce qui se passe au milieu dans ce secteur-là, qui est longtemps resté un secteur obscur pour les citoyens. La ressource étant l'or, ce rapport permet de savoir ce que ce secteur d'activité apporte au budget national et aux collectivités. L'essentiel est de dire aux citoyens lambda que l'État gagne au niveau de ses recettes minières, mais aussi qu'une bonne partie à travers la patente est transférée aux collectivités par le Trésor. Ça aussi c'est de l'argent, c'est à peu près on dit plus de 10 milliards dans ces communautés, dans ces collectivités minières de Sikasso et de Caille. Dans ce rapport, on peut lire entre autres des informations concernant le secteur extractif au Mali. Il fait également l'état de la contribution du secteur extractif dans l'économie nationale, qui s'élève à plus de 517,79 milliards, avec 10,7% du produit intérieur brut, 21% des recettes fiscales de l'État et 77,1% des recettes d'exportation du pays. Dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme lancée depuis le 25 novembre dernier, le bureau de l'OMS au Mali a organisé ce mercredi 6 décembre une séance de sensibilisation à l'endroit des femmes et des filles dans le district de Bamako. Objectif à promouvoir la lutte contre les violences basées sur le genre. Soumaïla Fani et Aïssata Maïga. Malgré les multiples actions menées dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, selon le département de la promotion des femmes, de l'enfant et de la famille, le nombre de cas de violence à l'endroit de la gente féminine, notamment dans le district de Bamako, n'a pas baissé. De janvier 2023 à octobre 2023, nous avons recensé 2400 et quelques cas. Donc ça c'est pour le premier trimestre et plus 3 mois. Donc pour le reste de l'année, donc peut-être on ira au-delà de 3000 encore cette année, pour cette année. On ne peut que remercier l'OMS pour l'organisation de cette activité. En ce sens, ça nous permet d'avoir un plus grand nombre de femmes qui sera informées et sensibilisées sur les 16 jours d'activisme. Donc celles qui ne connaissaient pas les 16 jours d'activisme, donc à travers cette session d'information et de sensibilisation, elles sauront ce que les femmes subissent dans le monde et plus particulièrement dans le district de Bamako. L'Organisation mondiale de la santé a rappelé que sans les campagnes de sensibilisation, les cas de violence pourraient être plus dramatiques. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail où vous faites une journée et vous dites que vous vous asseyez, vous avez les résultats. Donc nous tous, nous devons essayer de promouvoir la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles dans nos activités, dans nos vies quotidiennes. Il faut toujours promouvoir ça à tout temps. Même s'il y a une période de l'année consacrée par rapport à ça, cela ne veut pas dire qu'après cette période, nous baissons les bras. Je crois que c'est quelque chose à observer et à promouvoir de façon permanente dans notre société. Et essayons de se donner la main, et je crois avec ça, main dans la main, nous allons finalement arriver à infléchir les chiffres que nous sommes en train de voir pour le moment, qui sont à la hausse, qui vont certainement commencer à baisser. La directrice régionale ajoute que pour contribuer à l'abandon des cas de violence basés sur le genre, des comités d'éveil et d'alerte ont été mis en place dans certains secteurs de Bamako avec l'appui de l'UNICEF, ainsi que des comités de protection, surtout au niveau des 6 communes de Bamako. Le Mali et le Niger ont dénoncé hier mardi des traités bilatéraux les liant à la France, des accords qui, selon les termes du communiqué, visent à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié, mais s'avèrent être finalement un manque à gagner pour les deux pays. Aminata Keita. C'est dans un communiqué conjoint signé du Mali par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et du Niger par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou, tous deux porte-parole des différents gouvernements, que le Mali et le Niger ont dénoncé des conventions leur liant à la France. Pour le Mali,
La Convention tend à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, impôts sur les successions, droits d'enregistrement et droits de timbre datant du 22 septembre 1972. Les conventions visent entre autres l'impôt des particuliers et des sociétés, l'impôt sur les successions ou encore les droits d'enregistrement. Donc c'est des conventions qui évitent aux opérateurs économiques, aux entreprises et aussi aux individus d'être imposés dans deux pays dans lesquels les personnes physiques ou morales ont leur activité. Je vous prends l'exemple. Air France peut bénéficier de la convention de double imposition. Sauf qu'il n'y a pas d'entreprise Air Mali qui amène des passagers en France. Donc, ce qui se serait passé dans le cas habituel, c'est que Air France qui amène des passagers au Mali n'aurait pas payé des impôts au Mali. Et Air Mali ou Air Niger qui amène des passagers en France n'aurait pas payé des impôts en France. Ça va plus impacter les entreprises françaises qui font des activités au Mali et au Niger. Beaucoup moins les entreprises maliennes, puisque de toute façon, elles ne font pas d'activité en France. En ce qui concerne le Niger, la Convention tend à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Cependant, le communiqué précise que ces accords ont un caractère déséquilibré, constituant ainsi un manque à gagner pour le Mali et le Niger. Pour qu'une convention de double imposition soit viable, il faudrait que les pays, avant de signer les doubles impositions, fassent une étude pour s'assurer en fait de l'équilibre. En fait. Ça veut dire quoi? C'est que dans les conventions de double imposition, les personnes du Mali qui vont faire des prestations en France ne vont pas être imposées sur leurs prestations en France. Les personnes de la France qui viennent faire des activités au Mali ne vont pas être imposées au Mali. Sauf que pour que ça soit équilibré, encore faut-il qu'il y ait des entreprises maliennes qui puissent faire des prestations en France. Ce qui est relativement rare, puisque les Français ne vont pas faire appel aux entreprises maliennes. Or, les entreprises françaises vont venir au Mali et dans d'autres pays africains. Donc, il y a un déséquilibre. Dans les faits, la convention est équilibrée. Disons que dans les documents, la convention est équilibrée parce que les opérateurs des deux pays ont les mêmes droits. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Ainsi, le Mali et le Niger ont décidé d'y mettre fin dans un délai de 3 mois. Ce n'est pas la première fois que les deux pays dénoncent des accords de coopération bilatérale avec la France. En janvier 2022, le Mali avait déjà demandé la révision de ses accords de défense avec la France, accusant celle-ci de violer son espace aérien. Puis le 2 mai 2022, le gouvernement du Mali a de nouveau dénoncé et mis fin aux accords de coopération militaire, le liant à la France. Ce 6 décembre 2023 s'est tenue au Grand Hôtel de Bamako la cérémonie de clôture du programme Entrepreneuriat Jeunesse Mali PNUD-TEF en collaboration avec l'IMADS. Cet événement a marqué la fin de 2 jours de formation des 50 meilleurs entrepreneurs du programme. Diane Bassamaki. Débutée hier, la formation des 50 meilleurs entrepreneurs du programme Entrepreneuriat Jeunesse Mali PNUD-TEF en leadership entrepreneurial s'est achevée aujourd'hui 6 décembre 2023. L'IMADS, porteur de l'activité, avait pour mission de renforcer les compétences de ces entrepreneurs à travers le programme. Les thématiques abordées au cours des 2 jours de formation portaient notamment sur les pouvoirs et responsabilités du gérant ou du chef d'une petite et moyenne entreprise ou industrie et sur le financement de ces entreprises, défis et limites notamment. Il y a eu d'abord des critères de sélection. On a travaillé sur des critères de sélection qui étaient basés sur 2 profils, notamment le volet de l'entrepreneur, le profil de l'entrepreneur et éventuellement le profil de son entreprise aussi également. Donc suite à cela, il y a eu un comité qui a été mis en place et une fois que les entrepreneurs ont répondu au questionnaire qui leur a été envoyé, le comité a pu sélectionner 50 entreprises par rapport aux 2540 entreprises qui ont postulé. L'idée principale de IMADS et du programme, c'est vraiment de former les leaders de demain. Et pour cela, au fait, on a compris qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs ont vraiment besoin de renforcement de capacité, non seulement de solutions de financement, mais de renforcement de capacité, notamment pour comprendre l'écosystème dans lequel ils sont, notamment sur l'aspect fiscal, juridique. Donc, d'où le choix des 2 thématiques aujourd'hui qui sont liées déjà aux limites de responsabilité d'un gérant d'une SRL, éventuellement au financement. Ces sessions de formation ont enregistré la présence des formateurs chevronnés qui ont partagé leur expertise avec les participants.
Ce programme nous a permis d'avoir le fonds de démarrage, le fonds d'amorçage, et de bien nous installer. Et en plus de cela aussi, et ça nous a permis au moins d'être formalisés. D'abord, les opportunités que le programme nous a offertes, c'est un accompagnement plus un fonds de démarrage qui nous a permis de nous installer. Nous avons eu à renforcer nos capacités en ce qui concerne le financement des PME, PMI, mais également les pouvoirs et responsabilités de nos entreprises. Ce qui m'a permis vraiment de renforcer mes capacités et à l'avenir pouvoir les utiliser dans mon entreprise. Grâce à ces programmes, ces 50 entrepreneurs ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour renforcer leur leadership entrepreneurial. L'IMADS est une initiative qui contribue à l'insertion entrepreneuriale des jeunes et des femmes au Mali. Selon les responsables, elle sert de base à des programmes qui souhaitent avoir un impact positif sur la jeunesse africaine. Et en sport, à l'issue du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024, disputée ce mardi 5 décembre 2023, les 12 équipes qualifiées pour les phases finales sont désormais connues. Parmi elles, des équipes déjà présentes lors de la dernière compétition, l'Afrique du Sud, tenante du titre, le Botswana, la Tunisie, le Sénégal, la Zambie et le Nigeria, en plus du pays hôte, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Mali qui a étrié la Guinée 10-2 sur l'ensemble des 2 matchs font leur retour. Loin de la compétition depuis plus de 10 ans, la Tanzanie et la République démocratique du Congo prendront également part au tournoi qui se déroulera en 2024. C'est ce qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur votre télévision favorite. Bonsoir à tous.